Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Adoption définitive de la réforme pénale après un ultime vote du Sénat ce matin. Ce texte défendu par Christiane Taubira, la garde des Sceaux, crée une nouvelle peine sans emprisonnement appelée contrainte pénale. Après de nombreuses tractations, les sénateurs sont finalement rentrés dans le rang. Ils voulaient faire de cette peine la peine principale pour les délits n'impliquant pas de violence aux personnes. Création d'une commission d'enquête au Sénat sur les réseaux djihadistes. Après l'affaire Mera et Mehdi Nemmouche, comment lutter contre ces filières terroristes? On posera la question à notre invitée ce soir, la sénatrice Nathalie Goulet. Elle est à l'initiative de cette demande. Alors que le Sénat doit suspendre ses travaux jeudi prochain, nous reviendrons sur les temps forts de la législature passée ainsi que sur la campagne qui a débuté pour les sénatoriales. La gauche s'employant à empêcher un basculement du Sénat vers la droite. Débat à suivre dans ce journal. Mais avant de dérouler tous ces titres, un avion de ligne malaisien avec 295 personnes à bord s'est écrasé dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Le nombre de morts n'est pas encore connu. Ce vol était affrété par la compagnie aérienne Malaysia Airlines. Parti d'Amsterdam, il se rendait à Kuala Lumpur. Après les incidents qui ont eu lieu dimanche dernier aux abords de deux synagogues à Paris, Manuel Valls, le Premier ministre, envisage d'interdire de nouvelles manifestations pro-palestiniennes. En cas de risque de violence et de débordement, il l'a dit cet après-midi au Sénat lors des questions d'actualité au gouvernement. On l'écoute. Les attaques contre nos compatriotes juifs sont inacceptables. Le sentiment qu'ils éprouvent actuellement, nous devons évidemment l'entendre. Et nous devons être très clairs et ne laisser aucun mot, aucun slogan comme ceux que nous avons encore entendus au cours de ces derniers jours. Et nous devons veiller aussi, vous l'avez dit, à ce que nos concitoyens de confession, de culture musulmane ne soient pas stigmatisés. Ces violences, ces mots sont d'une extrême gravité. Elles trouveront toujours face à elles une réponse déterminée des pouvoirs publics. Et si cela doit passer, cela passera par des interdictions de manifestations, parce que nous considérons que les troubles à l'ordre public sont possibles et des débordements comme ceux que nous avons connus, nous prendrons ces mesures. Les préfets, que j'ai rencontrés encore ce matin avec le ministre de l'Intérieur, ont eu des consignes très claires sur ce sujet, à Paris, mais aussi partout en France. Emmanuel Valls a rendu hommage à Jean-Pierre Bel, le président socialiste du Sénat, qui présidait ces dernières questions d'actualité. Le sénateur de l'Ariège quittera en effet la vie politique fin septembre. Et puis, cette séance a été perturbée par l'intrusion de 4 militantes fémènes seins nus dans l'hémicycle. Vous le voyez sur ces images. Elles entendaient s'opposer à la suppression de la pénalisation des clients de prostituées votée par les sénateurs. Elles ont été interpellées par les agents et les huissiers du Sénat. La garde républicaine chargée de la sécurité de la Haute Assemblée a relevé leurs identités avant de les relâcher. Je vous le disais en titre, c'est la fin d'un long parcours semé d'embûches pour la réforme pénale. Le texte soutenu par Christiane Taubira, qui développe des peines alternatives à la prison, a été définitivement adopté par le Parlement après un ultime vote du Sénat. Alors que contient-il exactement? Le détail avec Maxime Tullier. Clap de fin pour la réforme pénale. Ce matin, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi instaurant la contrainte pénale, une peine de substitution à la prison pour les personnes ayant commis des délits. Après de longs mois de débats, la garde des Sceaux est heureuse d'avoir mené à bien sa réforme. Un sentiment de responsabilité épanouie, j'allais dire. Parce qu'en fait, vous savez que le processus était très long, nous aboutissons à un texte qui a pour objectif de rendre efficace la politique pénale, de rendre efficaces les peines, de faire qu'elles fassent sens, qu'elles soient comprises par la société, comprises par les victimes, comprises par l'auteur des actes, et que cet auteur des actes participe lui-même à sa responsabilisation et à la préparation de sa réinsertion. Jean-Pierre Michel, rapporteur du texte à la Haute Assemblée, salue un texte qui vise à limiter le recours à l'incarcération. Oui, qu'en matière de délit, il n'y a pas de crime. La prison est l'exception. Elle peut être prononcée. Si elle doit l'être, il faut la motiver. À droite, en revanche, on dénonce une réforme qui va dans le mauvais sens. Paradoxalement, les juges devront au contraire spécialement motiver la peine de prison. Nous restons opposés à la philosophie du texte qui risque d'envoyer un signal négatif aux délinquants. Définitivement adoptée par le Parlement, la réforme pénale entrera en application à partir du 1er janvier 2015.
Alors que les députés poursuivent l'examen de la nouvelle carte des régions, Martine Aubry s'oppose à la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. La maire de Lille dénonce une aberration économique et sociale. Alors comment cette fusion est-elle perçue au Sénat? Élément de réponse avec Pauline Dame. Un mariage qui sème la discorde jusque dans les rangs de la gauche. Martine Aubry ne décolère pas et qualifie ce projet d'aberration économique et sociale. Selon le maire de Lille, fusionner reviendrait à rajouter de la crise à la crise. Une incompréhension à laquelle s'est empressé de répondre Jean-Marie Le Guen. J'entends ce que dit Martine Aubry. En même temps, vous le savez, il y a véritablement une unité historique, sociale, culturelle, économique entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Dans la nouvelle carte de France à 13 régions, la Picardie se détacherait de la Champagne-Ardenne pour rejoindre son grand voisin, le Nord-Pas-de-Calais. Si l'argument économique est utilisé par Martine Aubry pour condamner cette fusion, certains y voient des raisons électorales. Le vrai argument, c'est Madame Le Pen fait, je le regrette autant qu'elle, fait trop de voix au niveau de la Picardie pour qu'à quelques longueurs des élections régionales, on se permette de fusionner la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais. Mais on ne décide pas d'un découpage électoral qui pourra durer effectivement pendant des années, si ce n'est des décennies, si ce n'est davantage, en fonction effectivement de critères qui sont des critères de caractère électoralo-politicien. Avec respectivement 38% et 35% des voix, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais ont offert ses plus gros scores au Front National lors des élections européennes. Pour le sénateur du Pas-de-Calais, Dominique Vatrin, l'enjeu est ailleurs. Nous sommes, nous, pour un référendum. C'est pas seulement dire c'est une aberration, c'est pas seulement dire on est contre, c'est donner la parole au peuple. Après avoir vidé de sa substance puis rejeté le texte début juillet, le Sénat devrait le rediscuter en seconde lecture après les élections sénatoriales du 28 septembre et pourrait cette fois l'amender profondément. Et dans cette réforme territoriale, que vont devenir les préfectures des régions et de départements? La sénatrice socialiste Michèle André s'est penchée sur cette question. Camilla Campuzano. Conséquence en chaîne de la réforme territoriale, les préfectures devront suivre le nouveau découpage des régions. Dans le cas où effectivement deux régions fusionnent et où il n'y aura plus qu'une préfecture de région, il est évident que la capitale de la région sera le chef-lieu de la préfecture de région. Tout ça se fera dans la plus étroite concertation avec les nouvelles assemblées régionales élues fin 2015. Un emplacement à choisir qui risque de provoquer le débat. Même compétence, mais un territoire parfois 2 à 3 fois plus vaste. Des complications supplémentaires pour ce sénateur alsacien. En Alsace, la carte préfectorale a déjà été profondément modifiée. 4 sous-préfectures sur 13 ont été supprimées. Les gens de Wissembourg maintenant vont aller à Strasbourg pour chercher un permis de conduire. Enfin, c'est pas franchement sérieux. Enfin, voilà. Donc vraiment, moi je réprouve et je répète, si on doit faire des économies, c'est pas là qu'il faut les faire. Une expérience qui donne un aperçu de l'impact de la refonte des préfectures régionales. Cela ne préoccupe pas Michèle André. Elle étudie les préfectures depuis plusieurs années. Les préfets en ont parlé en disant qu'il faudra sans doute recaler. Mais vous voyez, ils le voient comme un élément de la vie, pas comme une inquiétude majeure. Voilà ce que j'ai ressenti. Tranquillité également du côté des préfectures départementales. Elles sont épargnées pour l'instant, alors que l'avenir des départements eux-mêmes reste incertain. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invitée ce soir, Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI-UC de l'Orne. Merci d'être avec nous. Alors hier, la commission des lois a donné son feu vert à la création d'une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Qu'est-ce qui a motivé votre demande ? Il y a eu plusieurs incidents successifs. Manifestement, il y a un certain nombre de problèmes. Manifestement, des Français de confession musulmane et non musulmane se retrouvent en Syrie ou ailleurs. Et l'accumulation de ces données pose évidemment problème. Donc, un de nos collègues à l'Assemblée nationale a déposé un texte pour limiter l'accès Internet et ce type de circulation. Le type de circulation, vous savez que vous pouvez vous convertir à l'islam sur Internet, que vous pouvez trouver une épouse sur Internet, que vous pouvez organiser votre voyage. Il y a déjà un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres. La commission d'enquête ne va pas court-circuiter ce texte ? Non, mais si vous voulez, l'idée de la commission d'enquête qui est venue avant le projet de loi, mais il a fallu
fallu le temps. Et d'ailleurs, je remercie Françoise Queteux, Jean-Pierre Sueur d'avoir fait le nécessaire pour que cette affaire arrive assez tôt, finalement, bien que ce soit en fin de session. Moi, je pense qu'on n'a pas un état des lieux précis des textes qui sont en place. Parce que on a beaucoup de services qui sont compétents, on a un certain nombre de dispositions législatives, et il n'est pas complètement improbable qu'on ait une partie du dispositif qui soit valable, mais qu'on manque de moyens humains et financiers. Donc vous savez très bien que notre mauvaise habitude de voter un certain nombre de textes qui ensuite ne sont pas financés, on a vu par exemple avec la sœur de Mera, on l'avait identifiée, on savait où elle était, on savait ce qu'elle faisait, etc. Puis on l'a perdue. Donc il y a bien quelqu'un avec 4 enfants qui circule et qui part en Syrie, et il y a bien quelqu'un qui n'a pas traité l'information ou qui n'a pas pu la collecter. Donc je pense qu'il nous faut un état des lieux précis pour bien légiférer. Est-ce qu'il y a aussi un manque d'informations au Parlement sur toutes ces questions, Nathalie Goulet? Je pense que le sujet est complexe. Encore une fois, il y a plusieurs services. Et je crois que si on veut faire une loi efficace, d'abord, il faut déjà aussi regarder au niveau européen comment ça se passe. Je crois qu'il faut une vraie coordination. Et je pense qu'il faut un véritable état des lieux. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait en l'état. Donc c'est un peu l'idée de cette commission d'enquête que j'avais déjà demandé il y a plusieurs semaines. Il a fallu le temps que le parcours se fasse. Donc ça ne viendra ni en concurrence avec les textes. Au contraire, je pense que ce sera une meilleure façon de mieux légiférer, ni évidemment avec les procédures judiciaires éventuellement en cours. Je pense que c'est au contraire un signe fort de l'intérêt de l'ensemble du Parlement pour ces questions qui sont évidemment majeures. Alors si on rentre effectivement dans le détail de ce que vous entendez faire, vous entendez donc scruter ces filières qui permettent le recrutement d'apprentis djihadistes, mais aussi donc avec cet accent mis sur les moyens et notamment électroniques. Ça c'est un vrai souci en France. Oui, c'est un vrai souci. Alors vous avez beaucoup de bons ouvrages, vous en avez un d'un journaliste du Monde, Samuel Laurent. Vous avez aussi Thomson qui a fait un livre sur les djihadistes français. Et on est absolument sidéré par la facilité avec laquelle les réseaux sont organisés. Alors il y a un certain nombre de clignotants que ces auteurs mettent en lumière. Je pense qu'il faudrait qu'on en soit tous conscients, parce qu'il y a des choses tout à fait banales qui finalement focalisent plus un certain nombre de problèmes, je dirais, plus sociologiques. Donc je crois qu'il faut qu'on prenne une vraie conscience de la dimension du problème, et puis qu'on voit aussi avec nos voisins européens comment raisonner un peu ces gens qui finalement sont à la fois désœuvrés, mais à la fois très motivés par l'idée d'avoir une cause à défendre. Autre élément important, vous souhaitez aussi vous pencher sur la question de la radicalisation en prison. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais de toute façon, le système carcéral est l'objet de beaucoup de critiques. On l'a encore vu tout à l'heure avec le texte de Madame Taubira. Et je pense que des gens qui sont incarcérés peuvent aussi se retrouver dans une communion et éventuellement devenir plus musulmans ou devenir simplement musulmans. Encore une fois, moi je ne veux pas du tout stigmatiser la population musulmane, parce que le plus surprenant pour des gens qui, comme moi, malheureusement, s'intéressent à cette question, c'est aussi le nombre de conversions. Donc ça aussi, ça doit quand même être un clignotant pour des élus, me semble-t-il. Merci Nathalie Goulet, vous restez avec nous puisqu'on va parler dans un instant des élections sénatoriales et du bilan de fin de session. En bref, les déclarations d'activité et d'intérêt des députés et sénateurs, rendues obligatoires par les lois sur la transparence de la vie publique, seront publiées le 24 juillet, date de la fin des travaux des deux assemblées avant la pause estivale. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Alors que la session parlementaire touche à sa fin avec 11 mois de tension et de tumulte au sein de la Haute Assemblée, il y a eu en cause cette majorité fragile et frondeuse qui a conduit la nuit dernière à rejeter un énième texte budgétaire. Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, déplore, je cite, la position toujours très négative du Sénat. Jérôme Rabier. Pour clore cette législature, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement n'a pas été tendre avec les sénateurs. Il pointe du doigt l'absence de majorité et donc une certaine inefficacité. Malheureusement, un certain nombre de groupes sont plus sur des positions, j'allais dire, un peu politiciennes que sur des positions à la fois de prise en compte de l'institution, de l'intérêt de l'institution et finalement de l'intérêt du débat démocratique. Parce que dire non pour des raisons contradictoires et s'allier pour des raisons contradictoires n'est pas une façon de faire progresser notre pays aujourd'hui.
Premiers visés les communistes qui ont voté de la même manière que l'UMP sur des réformes importantes ou les projets de loi de finances. Une accusation balayée par les principaux intéressés. Qu'il n'utilise pas des propos injurieux à l'égard de mon groupe pour justifier l'injustifiable et pour dire n'importe quoi, pour aller vite. C'est-à-dire user de l'argument selon lequel le groupe CRC voterait avec l'UMP. Cela veut dire que M. Le Guen n'a pas beaucoup de mémoire puisque lui a voté avec l'UMP lorsqu'il était député. Le traité qu'on appelle Sarkozy-Merkel. À l'UMP, on préfère en sourire et on rappelle au secrétaire d'État les règles du jeu parlementaire. L'idée qui consisterait à attaquer le Sénat, l'institution Sénat, en disant comment, mais le Sénat n'est pas positif, pardon, mais enfin, le Sénat n'est pas aux ordres du gouvernement. Je rappelle simplement que la règle la plus stricte, le gouvernement est à la disposition du Parlement, pas l'inverse. Chacun espère profiter de cette situation lors des sénatoriales de septembre prochain, qui, on ne sait jamais, pourrait accoucher d'une majorité permettant au Sénat d'exprimer ses choix sur les textes à venir. Et Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, nous a rejoint sur ce plateau. Avec nous également Philippe Dallier, bonsoir. Sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Et Nathalie Goulet, sénateur UDI-UC de l'Orne. Merci d'être resté avec nous. Alors Marie-Noëlle Lienemann, on a entendu, la session se finit dans une ambiance un petit peu tendue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie Le Guen qui déplore une position très négative du Sénat ? Je constate comme lui que c'est quand même pas positif que les textes ne soient pas votés par le Sénat. Texte budgétaire en l'occurrence. Voilà, texte budgétaire, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, et la réalité, elle est que si on veut avoir une majorité, quand on est un gouvernement, il faut être en situation de rassembler sa majorité. François Hollande a été élu avec les voix écologistes, avec les voix communistes et partis de gauche, et avec les voix socialistes. Alors si le mode de scrutin de la Ve République donne à l'Assemblée une hyper-majorité pour une des parties de la majorité de gauche, qu'est le Parti socialiste, je ne veux pas m'en plaindre, mais c'est quand même pas très souhaitable pour notre démocratie parce que ça ne révèle pas la réalité. Et qu'on peut contourner à l'Assemblée la nécessité de rassembler son camp. Force est de constater qu'au Sénat, c'est pas la même chose, qu'il faut rassembler son corps. Donc le gouvernement a une part de responsabilité dans cette incapacité à faire voter au Sénat des textes. Nathalie Goulet, sur ce rejet à répétition des textes, ça donne une mauvaise image du Sénat, ça ? Ça donne évidemment une mauvaise image du Sénat. Mais enfin, il faut ajouter à cette majorité fragile des textes qui ne sont pas non plus particulièrement bien rédigés ni acceptables et des procédures d'urgence qui aussi nuisent à la sérénité des débats. Très franchement, l'ordre du jour est très souvent chamboulé. On a quand même plusieurs problèmes et pas seulement celui de la majorité. Philippe Dallier, sur un bilan de cette session, vous finissez les travaux parlementaires la semaine prochaine. On a une ambiance de fin de règne pour cette majorité. Je pense que tout le monde attend le mois de septembre avec impatience, en espérant effectivement qu'après les élections sénatoriales, il y ait une véritable majorité, parce que c'est bien là le problème. Cette ambiance va profiter à la droite, au sénatorial, selon écoutez, vous ? Ça sera, le résultat des sénatoriales, ça sera d'abord la conséquence des élections municipales qui ont eu lieu en mars et qui sont soldées par un échec cuisant pour la gauche. Donc on attend, on sait que le résultat sera serré, mais j'espère effectivement que l'opposition aura une majorité, parce qu'à ce moment-là, on pourra faire adopter les textes largement amendés par rapport au texte du gouvernement. Mais la situation actuelle, c'est d'abord, mais Marie-Noëlle Lienemann l'a dit, c'est d'abord la conséquence du fait qu'il n'y a pas de majorité. Les communistes ou les radicaux régulièrement font défaut, donc c'est d'abord le problème du gouvernement. Il y a des textes qui sont passés avec toutes les voix de gauche. La loi Allure, que Manuel Valls nous fustige. Qu'on nous annonce vouloir changer de fond en comble. Et qui nous dit maintenant que c'était pas bien du tout. Bon, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas ici ou là des choses à regarder, mais enfin, dans le gros de la loi, elle a été votée par toute la gauche. La loi de l'économie sociale qu'on vient de voter, avec le droit d'information des salariés en cas de reprise ou de transmission, elle a été votée avec toutes les voix de la gauche. Et d'ailleurs avec l'abstention des centristes. Donc il y a des voix qui se font, des lois qui se votent. Il n'y a pas l'inéluctable impuissance du Sénat. Ça dépend de la nature des lois, de la préparation de ces lois en amont. Je prends un exemple, la réforme territoriale. Il est clair que la question de la réforme territoriale intéresse au premier chef le Sénat. Le Sénat, on rappelle à vos téléspectateurs effectivement que la carte n'a pas été adoptée ici au Sénat, la nouvelle carte des régions. En commun une bonne base de travail, même s'il y a toujours ici ou là, moi j'aurais peut-être été plus radical, mais c'est pas le sujet. Il y avait quand même une base de travail qui était le rapport de Raffarin et de Cratinger. Un de gauche, un de droite. Le gouvernement aurait pu consulter
ses collègues le rapport, regarder et préparer en amont, parce qu'une réforme territoriale, ça bouleverse beaucoup de choses dans un pays comme la France, qui est un vieux pays. Et parfois, vouloir passer en force, ça se heurte au Parlement. Et pour moi, la question, elle n'est pas seulement la gauche ou la droite, elle est la question de la Ve République. Comment on redonne un poids au Parlement sans qu'on considère qu'à chaque fois que le Parlement n'est pas d'accord avec l'exécutif, c'est le drame du siècle. Voilà. Nathalie et Goulet, ça me paraît un sujet important. On va vous entendre. Comment on redonne une légitimité à cette Assemblée ? D'abord, en lui présentant des textes qui ont été négociés enfin en tous les cas qui sont acceptables en l'état et avec du temps pour pouvoir en débattre. C'est quand même extrêmement important qu'on puisse user du droit d'amendement qui est consubstantiel, comme le disait le président Larcher depuis toujours, et puis aussi un peu de respect pour la maison. Il y a eu une partie de cette législature où des centristes qui avaient probablement un œil favorable pour la gauche auraient volontiers voté un certain nombre de textes. Ça s'est passé en début de législature, y compris avec le premier PLFR. Le climat est tel et la situation économique est telle et les mesures sont telles que c'est absolument plus possible. Donc le climat est aussi radicalisé. Cette question de la légitimité du Sénat, Philippe Dalliel. C'est quand même une drôle de question. Il n'y a pas de problème de légitimité du Sénat. Le Sénat est légitime. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour suivre. On a entendu des commentaires très durs cette année sur le Sénat qui creuse sa tombe, qui se tire une balle balle dans le pied. Écoutez, ça fait 40 ans que ça dure et ça durera encore 40 ans. Ça n'est pas le sujet. Des deux chambres est souvent évoquée. Oui, chaque fois que le Sénat gêne le pouvoir, voilà. Alors, il est toujours menacé. Regardez De Gaulle et Monerville. Voilà. Écoutez, le Sénat est tout à fait légitime. Il n'y a pas de majorité. Souhaitons qu'en septembre, on en sorte. Et puis, il aurait peut-être fallu, mais Marie-Noëlle Lienemann l'a dit, que le gouvernement change de méthode sur la réforme territoriale. On a quand même voté ici, avec une majorité droite et gauche, le texte sur la modernisation de l'action publique et l'affirmation des métropoles. Oui, il y a eu des choses positives. Mais lorsqu'on nous a présenté ce découpage des régions fait sur un coin de table à l'Élysée, sans tenir compte de tous les travaux très anciens qui ont été faits ici, écoutez, le Sénat ne peut pas voter. Alors on nous en fait le reproche parce que le gouvernement aimerait effectivement qu'on vote tout ce qui passe. Mais ça n'est pas possible. Le gouvernement doit se remettre en question également. On ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, hier, on a eu quand même la caricature de la 5e. Un amendement voté à l'unanimité du Sénat hier sur les emplois domicile. Unanime. PS, PC, tout le monde. Le budget rectificatif le gouvernement n'est pas sociale. d'accord, il demande une deuxième lecture. Oui. Bon, alors, je veux dire, il y a des moments est-ce que le Sénat aussi... est un véritable enjeu pour l'exécutif, puisqu'on pouvait lire encore dans Le Monde de ce soir que certains pensent que si le Sénat passe à droite, tant mieux, on ne dira plus qu'il y a des camouflets qui sont infligés par la propre majorité. Non, mais on peut toujours... Oui, allez-y, Marie-Noëlle Lienemann. Non, mais on peut toujours faire l'autruche. Se cacher sous l'oreiller en disant faut surtout pas qu'on voit que la majorité est divisée. Mais enfin, les gens savent écrire, ils écoutent, ils entendent. Et alors, vous pouvez toujours dire nous, on a la majorité à l'Assemblée parce qu'évidemment, on est... Et encore, même au sein du PS à l'Assemblée, il y a des tensions. La réalité politique, elle revient par la fenêtre quand vous la sortez par la porte. Donc la question du Sénat, et moi je regrette fondamentalement qu'on n'ait pas eu mieux utilisé le fait qu'au Sénat, il n'y ait pas une majorité facile pour justement inventer du compromis politique qui rassemble d'abord la gauche, voire d'autres ensuite. Car dans les périodes de crise, on ne passe pas en force. L'autorité ne se décrète pas à coup de menton, elle se construit à coup de convergence. Ouais. Je trouve dommage qu'on n'ait pas fait ça. Je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann? Oui, mais moi, j'étais pas parlementaire, mais je me souviens de l'époque de la cohabitation où le Sénat réécrivait sa loi de finances. Bon, et donc... C'est ce qu'on fera l'année prochaine, d'ailleurs. Voilà, en commission mixte paritaire. En commission mixte paritaire, il y avait toujours des points qui évidemment permettaient d'avancer. Mais encore une fois, je pense qu'il y a vraiment déjà un problème de méthode. Et puis il y a une situation, vous savez, avec 3 millions de chômeurs, on est on peut pas parler du blues des élus. Oui. Mais enfin, en même temps, être là pour une loi de finances, pas voter les dépenses parce qu'on vote pas les recettes, etc., alors qu'on aurait des propositions à faire, qu'on a envie de construire et d'améliorer les textes. Je sais pas combien on a eu de textes en urgence votés dans des conditions improbables. Très franchement, c'est pas non plus une méthode de travail. Philippe Dalliel, alors effectivement, vous parlez de ces sénatoriales qui auront lieu le 28 septembre prochain. La campagne a déjà
déjà démarré. Comment ça se passe justement entre les centristes et l'UMP sur les investitures? Est-ce qu'il y a des alliances qui se passent bien ou ça coince un peu? Écoutez, je pense que chacun sera raisonnable. Nous avons une chance sérieuse de récupérer effectivement la majorité au Sénat, mais encore une fois, ça sera très court. On parle de 4 sièges de majorité, ce qui est à peu près la même chose qu'aujourd'hui, mais à l'inverse. Mais cette majorité sera plus cohérente. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Quand on entend Mme Assassi tacler le ministre et les arguments qui sont envoyés en séance, on voit bien qu'il ne partage pas la ligne politique du gouvernement. Donc il ne peut pas y avoir de majorité. À partir du moment où, en septembre, effectivement, les centristes et l'UMP auraient la capacité d'être majoritaires, on pourra effectivement réécrire complètement un certain nombre de textes et montrer aux Français, effectivement, quelle politique nous souhaiterions mettre en œuvre lorsque nous reviendrons au pouvoir. Nathalie Goulet, sur cette question des alliances et de la campagne pour les sénatoriales, comment elle se passe? Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais j'étais à un COMEX de l'UDI la semaine dernière. A priori, les investitures se passent bien, mais on a aussi beaucoup de listes dissidentes à droite. On a un changement, il ne faut pas l'oublier non plus, de mode électoral, de mode de scrutin dans un certain nombre de départements qui passent à la proportionnelle. Donc je crois que bien malin sera celui qui va dire exactement comment sortira cette majorité s'il y en a une à la rentrée. Pour l'instant, il faut laisser faire la campagne. Mais en tous les cas d'expérience, je crois que les réformes territoriales à la veille d'un scrutin sénatorial, on se souvient effectivement, ça n'aide peut-être la réforme territoriale qui a fait perdre le Sénat à la droite. Et c'est franchement maladroit. Je veux dire, en plus, encore une fois, dans ces conditions-là, donc je crois qu'il y a un certain nombre de mauvaises fées autour du berceau, et là, il va quand même falloir changer un peu les choses et la méthode. Marie-Noëlle Lienemann, ça sera serré, on peut voir que ça se passe pas très bien non plus, les alliances. Prend un peu ses désirs pour des réalités, oui, ça sera serré, à condition que la gauche s'unisse. Oui. C'est clair que dans ce genre de vote, comme dans tous les autres, le camp qui est le plus uni a quand même une dynamique qui lui est favorable. Alors c'est des unités locales, mais je forme le vœu que l'accord qui se prépare avec nos collègues communistes... Je ne pas d'accord avec les Verts. Oui, voilà, avec les Verts, Marie-Noëlle Lienemann, ça semble très compliqué. Et avec les communistes non plus. Il peut y avoir des accords locaux. Il n'y a pas d'accord national avec les Verts, il peut y en avoir des locaux. Bon, moi je pense que il faut qu'on fasse les uns et les autres des efforts dans cette direction. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a quand même modifié le mode de scrutin qui, à mon avis, légitime davantage le Sénat. Parce qu'une des critiques qui était faite, la gauche a fait émerger un peu plus de proportionnel. Voilà, parce que c'était que le Sénat était décalé de la réalité. Alors, on a toujours qu'il y avait une surreprésentation des campagnes au Sénat. À la fois, c'est utile qu'il y ait une représentation des territoires, parce qu'on n'est pas le binôme de l'Assemblée. Et là, je trouve que le mode de scrutin est... Alors, quant au résultat final, vous savez, dans beaucoup de départements, la personnalité des candidats pèse, qu'on le veuille ou non. Donc moi, je pense que ça peut être serré si on fait cette dynamique unitaire. Et moi, je veux lancer un appel pour dire aux élus locaux, je crois quand même qu'il y a quelque chose de neuf dans la façon dont la vie politique se fait aujourd'hui. Il y a quand même des élus de la majorité qui n'ont pas l'intention d'être des parlementaires godillots. Alors, ils ne sont pas non plus à tout casser, fracasser, mais par exemple, toute une série de nos collègues sur la réforme territoriale ont bien l'intention, en deuxième lecture, de veiller à ce qu'un certain nombre de fondamentaux ne soient pas mis en cause. Je vois l'évolution du gouvernement sur les départements, alors qu'on avait un discours tempête et trompette. Vous n'êtes pas des parlementaires godillots, ça sera et le mot de la je fin. pense que là, il faut qu'ils le sachent. Merci, le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de 24 heures Sénat, la dernière de la saison. Merci aux journalistes de la rédaction qui ont contribué à son élaboration chaque jour. Merci aussi aux équipes techniques. À 22h, vous retrouvez Marie Brémaud. Quant à moi, je vous retrouve en septembre. Très bel été à tous. Ce soir sur Public Sénat, à 22h30, on refait la séance.